Et salut les tichkes, salut les mèches. Salut les tichkes, salut les menches, ici c'est Cédric avec Denis Brognard. Ah oui les tichkes, dans cette mise en cravate flash, on va parler non pas de 1, non pas de 2, ça c'est pas, non pas de 2, mais de 3 jeux. Un, dos, tres, ouais pas. Ouais, je l'ai pas mis cette fois-ci. Je voudrais dire avant de commencer, parce que la dernière fois j'ai dit que j'ai copié, hein, ouais, littéralement copié. Ouais, c'est pas faux. Le format sur The Incredibles, First Player, des jeux en carton, mais aussi Zeugma en solo. Et je le dis et je m'excuse. Je m'excuse, hein, monsieur. Parce que Zeugma, je regarde toutes tes vidéos. Zeugma, cliché ça toi. Je voudrais aussi vous dire que, bon, moi j'ai fait des vidéos sur Hollywood de Schnoll. J'ai ma manière de donner mon avis non structuré. Ça vient du cœur. Si vous êtes aussi lecteur, si vous aimez lire des blogs, j'ai rencontré quand j'étais à Jean Blou, chez Cédric, quand il a organisé son festival, j'ai rencontré Daniel, qui s'occupe d'un blog de jeux de société en Belgique, qui est une personne super sympathique. Il a tout un groupe de blogueurs dans son groupe. Le blog s'appelle Des jeux une fois. Ah ouais. Non, ça c'est un blog purement belge, hein, un pur souche. Le roi, la loi, la liberté. Où il y a plusieurs chroniqueurs qui testent des jeux et qui écrivent des articles qui sont très agréables à lire. Alors, je vais mettre la description l'adresse email. Non, pas l'adresse email. Je vais mettre le lien vers le blog dans la description. Je vais aussi l'afficher, hein, comme ça tu peux le voir. N'hésite pas à aller voir les reviews des jeux dont je parle, parce que je vais te parler de Spellbooks aujourd'hui. Il parle de Spellbooks aussi, comme ça tu peux avoir un avis différent, de personnes différentes, parce que, comme je le dis toujours, il faut toujours aller faire sa petite recherche un peu partout. Hein. Ouais, c'est pas faux. Il faut se faire son propre avis. Je mettrai à chaque fois un petit lien vers des jeux une fois. On s'entraîne entre Schnoll de la Belgique. Hein. Voilà, si on permet de... Et ça te permet aussi à toi d'avoir des avis différents. Que dire de plus? Voilà. C'était juste pour te dire que cette rencontre m'a plu. Et Daniel m'a proposé de partager un petit peu les ressentis sur les jeux. C'est chose faite. Allez, c'est parti. Spellbooks. Commençons à remettre à César ce qui appartient à César. Un jeu de Phil Walker Harding, pas inconnu au bataillon, tu sais. Déjà, moi, à chaque fois que je vois cette boîte, je la trouve super jolie. Nom de John. Un jeu de... Pour 45 minutes la partie, 12 ans et plus, 1 à 4 joueurs. Space Cowboys. Est-ce qu'il y a illustrateur? Bah, je vais quand même nommer, je vais nommer l'illustrateur parce que c'est vraiment très joli. Cyril Bertin, good job, hein, my friend, parce que c'est très très joli. En fait, quand j'ai fait l'ouverture en cravate, directement après, j'ai joué à ce jeu. Voilà, j'avais envie. Il m'a tiré comme ça. Allez, viens, laisse-toi faire. Il me parlait. Alors, Spellbooks. Non, Spellbook. Non, tcha. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire une comparaison comme ça. Si tu connais Splendor, qui a été fait par Space Cowboys aussi, eh bien, ça, moi, quand j'ai commencé à jouer, j'avais l'impression que c'était un Splendor. Mais différent. Oui, je vais essayer d'être clair, mais pas facile. Dans Splendor, tu vas à ton tour aller chercher des joyaux, des bijoux. Ici, tu vas aller chercher des matérias, pareil. Tu vas en collecter pour pouvoir faire des choses avec, pareil dans les deux. À la différence que dans Splendor, tu vas aller acheter des cartes qui vont te donner de plus en plus de bijoux, de pouvoir d'achat. Ici, tu vas pouvoir fabriquer des sorts qui vont te donner eux-mêmes des pouvoirs. Par exemple, tu peux dire, par exemple, j'active lévitation parce que j'ai appris le sort lévitation qui me dit, je peux aller chercher 2 matérias avec ce symbole dedans. Et tu les prends chez toi. Donc en fait, c'est un engine building, quelque part. La différence avec Splendor, c'est qu'ici, tu as non seulement tu as ta zone de jeu, mais dans ta zone de jeu, tu as aussi un minion qui est là. Et le minion, tu vas aussi pouvoir le charger en matériel. Et c'est un jeu de course. Oui, c'est un jeu de course parce que une fois que tu as rempli la jauge de ton familier, la partie s'arrête, ou que tu as appris tous tes sorts. Oui, c'est un jeu de course. Hein. Il faut, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai joué. Foncez. Foncez total. Le tour de jeu se divise en 3 parties. Je t'explique vite fait comment ça fonctionne. Le matin, le midi et le soir, qui est représenté sur cette petite fiche des 2 jeux qui se place comme ça dans ton aire de jeu. Au matin, où tu pioches une matéria visible sur l'hôtel des matérias,
et tu en prends une parce que tu en as besoin de celle-là spécifiquement, ou tu as un sac dans lequel il y a tous les autres matériaux et tu peux en piocher 2 au hasard. Tu les mets dans ton espace de jeu, tu les collectionnes, comme dans Splendor. Ensuite, tu passes à la phase de midi. Tu stockes une matériel sur ton familier, jeu de course, et au plus tu vas loin dans ton stockage de matériel sur ton familier, au plus ça te rapporte de points. Ou tu peux faire une action de midi. Alors l'action de midi, c'est le soleil. Et donc, par exemple, tu as le sort purification ici, dans lequel tu as 3 niveaux de sorts. Et si tu as créé un de ces sorts, eh bien, tu peux l'activer. Par exemple, ce serait échanger un certain nombre de matériaux en acrylique avec un certain nombre de matériaux sur l'autel. Et puis tu as la partie du soir où tu peux apprendre un sort, c'est-à-dire que tu peux dépenser les runes qu'il te faut pour apprendre un sort ou jouer une carte action du soir. Tu pourrais jouer par exemple Voyage temporel, qui est une carte de sort du soir, hein, quand tu es fatigué, avant d'aller te coucher, qui te dit défausser une rune, un certain type, pour monter un autre sort d'un niveau. Donc tu peux augmenter la force de tes sorts. Ouais, c'est chaque fois un choix, hein, parce que ou apprendre un sort, ou utiliser une carte, ou renforcer ton familier, ou faire une action de carte, ou piocher là, ou piocher là. C'est tout. Non, c'est tout. C'est un jeu très très simple. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est un jeu de course. On ferme la partie quand un des familiers est plein, ou quand on a appris tous les sorts. Passons à ce qui est tough dans Spellbooks. Ce qui est tough dans Spellbooks, déjà moi, comme je t'ai dit, le jeu m'a attiré. Il est très joli. Très 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 joli. Cette petite matéria en acrylique, je trouve que c'est super à manipuler. Écoute le son. Ça moi j'adore. Ça rajoute de... C'est ludique. C'est chouette pour les familles, c'est chouette pour les enfants. Ça, c'est cool. La rejouabilité. Alors, ici, moi, j'ai placé les sorts de niveau 1. Il y a 3 niveaux de sorts. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Wepa! J'hésite à mettre des inserts maintenant, parce qu'on m'a dit que tu mets trop d'inserts dans la vidéo. Tu peux jouer ou avec les sorts du niveau 1, ou avec les sorts du niveau 2, ou avec les sorts du niveau 3, ou tu peux faire un mélange. Je pense qu'en termes de rejouabilité, on est pas mal. Troisième chose qui, je trouve, est ludique, est tough, et c'est ludique, c'est que les matériaux, en fait, on manipule beaucoup les matériaux. On les prend dans le sac, quand on utilise un sort, on les met dans le petit pouches, et ça, pour les gosses, c'est génial. Ça, c'est cool. Il y a de la 3 dimensions, il y a de la manipulation, il y a du bruit. Tu vois, c'est très... c'est olfactif. On fait jouer les sens. Et ça, je trouve que c'est tough. Autre chose qui est tough, je le trouve... Parce que moi, Splendor, j'aime pas. Transparence, je m'ennuie à Splendor. Parce que c'est vraiment très très simple, en fait. Splendor Duel, j'adore. J'aime beaucoup parce qu'il y a cette... on s'embête les uns les autres. Et alors, ce que j'aime ici, c'est que c'est pas juste comme dans Splendor, tu collectes... une matéria, tu passes ton tour, tu collectes, ah je vais acheter un truc. Non, ici, tu te fabriques des sorts, donc tu montes en puissance. Il y a une montée en puissance qui va faire que tes tours vont être de plus en plus strength. For sure. Et ça c'est bien, c'est pas juste de la collection. Ici il y a aussi de... je sais pas comment on dit. La fabrication de sorts, tu vois, qui te permet... Et ce sont des choix. C'est-à-dire tout le monde ne va pas faire le même choix. Et donc, à toi de faire être smart et de voir un petit peu par quel sort tu vas activer en premier en fonction de ce que tu as tiré, pioché. Est-ce que tu vas faire la stratégie du familier, la stratégie des sorts? Non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Autre chose qui est chouette, le jeu est très rapide. Ils disent combien? 45 minutes sur la boîte. Quand je joue en solo, moi j'emballe ça en même pas 30 minutes. Hein. C'est fait. Donc, temps de jeu assez rapide, moins d'1 heure, ça c'est certain. Et donc, pour un jeu de ce gabarit-là, qui est un jeu, il faut être totalement transparent, ceci est un jeu familial. Un jeu pour les... c'est pas un jeu expert. Hein. Et pour ce public-là, des jeunes gens qui sont pas prêts à mettre 4 heures dans un jeu, c'est cool. Tout cet ensemble de super matériel, on utilise les sens, des règles très faciles, très simples, matin, midi, soir, ça c'est tough pour les familles et les non-initiés. Passons à ce qui est pas tough dans Spellbooks. Il se peut qu'il y ait des choses pas tough. Alors, ce qui est pas tough, c'est qu'il n'y a pas d'interaction dans le jeu. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas. Moi, mon ressenti quand j'ai joué seul ou que quand j'ai joué avec le quête, c'était pareil, que je joue seul ou pas, à part que c'est un jeu de course. Là, tu joues en solo, tu joues contre un automa. Il est là, il y a un automa. Et quand tu joues avec l'autre,
quand je joue avec le Ketches, bah, c'est aussi un jeu de course. Et en fait, j'ai l'impression, sur les 4 parties que j'ai jouées, parce que j'ai fait 3 parties solo, j'ai mélangé un peu les cartes, et la partie que j'ai joué avec le Ket, en fait, c'est celui qui fait la course au familier qui gagne. Je sais pas. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc, et sans interaction. T'as l'impression que c'est un run and write. Mais c'est un peu comme Splendor, en fait. C'est pas que c'est pas top. C'est que le jeu est designé comme ça, donc... ouais, il y a pas beaucoup d'interaction, à part sur « Oh non, c'est celle-là que je voulais prendre, cette matière-là. » C'est comme dans Splendor, quand tu vas aller chercher un joyau. C'est exactement pareil. Bon. Je les compare vraiment tous les deux. Mise en cravate ou pas? Eh oui, c'est bingo. Laisse-moi apprendre. Je n'étais pas prêt. Cravate de bronze pour notre ami Spellbooks. Un jeu destiné aux familles, destiné aux non-initiés du jeu de société. Un jeu ludique dans son approche avec le matériel et la manipulation des matérias. La 3 dimensions sur la table. Beaucoup de couleurs, de très belles illustrations et des mécaniques simples à aborder pour des parties relativement rapides. J'ai vu beaucoup de Schnollekes sur Hollywood qui ont été très durs avec ce jeu. Je pense qu'en fait, il faut se positionner. Ce jeu doit se positionner. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un jeu qui est fait pour moi. Moi, je n'aime pas Splendor, je te l'ai dit. Ici, j'ai pris plus de plaisir à jouer. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette création de sorts. Donc, tu fais quelque chose avec tes matériaux qui ont une action par après. C'est pas juste de la collection, quoi. Je vais acheter ça, je vais acheter ça. Non, je fabrique un sort pour que dans ma phase de nuit, je peux envoyer une croquetasse. Il n'y a pas de croquette, il n'y a pas d'interaction. Et donc, je trouve que, oui, il mérite une cravate, certainement, pour son côté ludique familial. Il faut le positionner, en fait. C'est pas un jeu pour les experts. Mais en tout cas, si tu aimes Splendor et ses mécaniques, je pense que ce jeu-là, on a un blanc vie de Schnollekes qui n'aime pas Splendor, bah, je me suis plus amusé à Spellbook qu'à Splendor. Il est beau. En tout cas, je trouve que ce jeu est très très beau. Très très beau, et dans sa manipulation et dans son design. Spellbooks. Prochain jeu. Empire's End, Gloire et déclin. Un jeu de John D. Clare. Ouais, il a un nom d'acteur américain, John D. Clare. Tonight. Illustration de Kwanchai Moriya. Ok. Eh ben, good job, hein, Kwanchai. Parce que Mr. Moriya, ce jeu est très très beau. On parle d'un jeu très beau. On continue sur un jeu très très beau. Un jeu de 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 45 à 60 minutes. Los Confirmos, si. Un jeu qui est amené par chez nous par les Lucky Duck Games. D'ailleurs, j'ai pas remercié, mais Spellbooks m'a été envoyé par Asmodee Belgiums. Et celui-ci m'a été envoyé par Lucky Duck Games, Quicheuse Guillaume. Bravez les menaces qui guettent votre civilisation dans Empire's End. Gloire et déclin, un jeu d'enchères et de stratégie conçu par John D. Clare. C'est exactement ça. C'est un jeu d'enchères où il va falloir faire enchères, stop ou encore, prendre la bonne décision. Mais bon, je t'en parle un petit peu plus tout de suite. Alors, Empire's End, qu'est-ce que c'est comme jeu? Nom de John. Un jeu aux illustrations qui m'ont beaucoup éveillé ma curiosité. Ouais, c'était pas français, mais tu m'as compris. Un jeu, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu du matos de luxe. Évidemment, on est chez les Lucky Duck Games. Professionals, hein? For sure. Ah, il faut le dire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel tu dois marquer le plus de points à la fin de la partie. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs manches, et il y aura plusieurs types de manches. Des phases de fléau, où il va se passer quelque chose dans ta cité. Des phases où tu vas collecter des ressources. Des phases où tu vas pouvoir ramasser encore des fléaux dans ta bacchus. Ouais, c'est le jeu et joue contre toi. Des phases où tu vas pouvoir construire. Des phases où tu vas faire la croquetasse. Paf! Paf! Aïe, en bagarre totale. Tu chopes là. Et tu le chopes là. 4 phases de types différents qui se répètent dans un certain ordre. On reçoit tous la même watches avec les mêmes ressources au départ, avec notre petite règle ici, petite réglette. 11 emplacements où on va placer 11 parties de notre cité. Des villages, casernes, des fermes, des cités, des fermes, des voies, villages, casernes. Tout ça est mélangé par le premier joueur et installé d'une façon aléatoire. Chaque joueur commence avec la même configuration de départ. Je te donne un exemple. C'est un jeu d'enchères. Un jeu où il faut savoir stopper au bon moment ou ne pas stopper. Faire que les autres stoppent. On tire un fléau.
Épidémie. Ah là là, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe. L'épidémie survient sur l'espace 1 de notre village, qui est le village, enfin de notre cité, et ça se passe au village, qui est sur l'espace 1. Le village rapporte 25 points de victoire en fin de partie. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est beaucoup parce que c'est la partie de notre cité qui vaut le plus de points. On met l'épidémie ici, on met le fléau là, et là, à partir du premier joueur, on commence à parier. Pour que le fléau n'arrive pas chez nous et rase notre village, parce que s'il arrive chez nous, c'est la catastrophe, c'est le feu. Il faut miser ou des haches ou des marteaux. Et là, le premier joueur, il dit, je veux pas perdre mon village à 25 points. Hop, je paye. L'autre, il paye. Ouais, je paye aussi. L'autre, il dit, ouais, moi aussi, je paye. Je paye. Et comme ça, à tour de rôle. Parce qu'on veut pas perdre le village. Écoute, 25 points. C'est énorme. Et à un moment donné, où il y en a un des joueurs qui a plus les ressources nécessaires et donc il est cuitasse les bananas, il peut plus miser. Ou alors, tu te dis stratégiquement, tu sais quoi, on a ici tout un tas de ressources qui vont me permettre de jouer, d'être colonne de boat plus tard. Ça arrive à ton tour, tu dis, je ramasse. Ah oui, j'accepte le fléau, j'accepte que l'épidémie ravage mon village. Je prends toutes les ressources qui ont été jouées, je les mets dans ma zone de jeu. Je prends l'épidémie et je peux, en dessous de chaque fléau, il y a une action supplémentaire que tu pourras rajouter à ta cité. Tu la glisses sous une de tes tuiles. Ici, par exemple, je te donne un exemple. Si autour de cette tuile, il y a des casernes, tu gagnes +1 de croquetas. Et ça, c'est fort. Donc, imagine, moi, j'ai une caserne ici, je le glisse. Hop. Donc, à ma droite, il y a une... ici. Hop. À ma droite, il y a une caserne. C'est-à-dire que à la phase de croquetas, j'aurai non pas 4 épées force militaire, mais j'en aurai 5. Et c'est là où est toute la stratégie du jeu. Mais malheureusement, je vais devoir brûler mon village. Je perds les 25 points. Je vais pouvoir le reconstruire plus tard dans le jeu. Et ça, c'est très stratégique. Et comme ça, le jeu va t'envoyer des fléaux. Nom de Dieu. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Magistral. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois ici sur le plateau, qui est très joli, c'est de couleur verte. Et en fait, tu regardes dans ton village, tous les bâtiments qui ne sont pas brûlés, où c'est écrit économie et couleur verte, c'est très visuel, tu peux collecter des ressources. Tu gagnes une hache, tu gagnes un blé, tu peux convertir un blé en hache ou en marteau. Tu as aussi la phase de construction, la phase de croissance, pardon. C'est pareil, c'est coloré, c'est brun. Il y a des endroits dans ta cité qui te permettent de inverser les tuiles. Inverser 2 tuiles. Donc, tu te souviens, je t'avais dit, si j'ai des casernes à côté de mon petit bonus que j'ai pris, hop, j'avais qu'une caserne à côté de mon truc, à côté de la carte conflit, j'échange la voie et la caserne. Maintenant, de part et d'autre de mon nouveau pouvoir, j'ai 2 casernes. C'est-à-dire que j'ai non seulement mes 4 forces de base, mais j'en ai 6 en tout parce que j'ai mis des casernes autour. C'est un jeu de placement, de stratégie. C'est cool on the boat. Et aussi, tu peux construire des innovations. Parce qu'en fait, on commence tous avec certaines cartes en jeu. On a des cartes en main, sur lesquelles, sur toutes les cartes, évidemment, il y a des pouvoirs. Il y a certaines cartes qui te permettent de, en fin de partie, scorer des points, de rajouter des pouvoirs en jeu, de faire 2 fois certaines capacités, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de pouvoirs spéciaux. Donc à cette phase-là, tu peux améliorer ta cité, lui donner des pouvoirs spéciaux et réarranger les tuiles. Tu as la phase de combat, où tu tires une carte au hasard de combat, dans laquelle, en fait, il faut avoir un certain nombre d'épées. Mais c'est pas seulement les épées que tu as là, c'est aussi un jeu de pari. C'est-à-dire que tous les joueurs savent combien il y a d'épées dans chaque village. Moi, j'en ai 6, l'autre en a 4, et l'autre en a 5. Mais on a le droit de rajouter des HKs. Et alors, on fait derrière son paravent, hein, en cachette. On fait semblant, t'entends, moi je faisais... Tu prends, hop, on met comme ça et on révèle. Évidemment, on compare les scores. Ici, par exemple, si tu as 8 épées au plus, tu gagnes 9 points et tu as un petit pouvoir. Entre 4 et 7, tu gagnes 4 points. Mais si tu en as moins que 2, tu perds 3 points. Aïe, aïe, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Et tout autour du plateau, tu as les points. Et le gagnant, il a un bonus. Il a 3 pièces en plus, 3 points de victoire en plus et il gagne une pièce.
Et ça aussi c'est cool, c'est du bluff. C'est un jeu de bluff, c'est un jeu de savoir est-ce que ça vaut la peine ou pas, est-ce que j'ai une chance. Et les perdants, eux, ils ont toujours un petit malus. Et ce que tu dois savoir, comme je l'ai dit aussi, à la phase de construction, tu peux évidemment, si tu as assez de marteaux, pour réparer le village par exemple, il te faut 10 marteaux, sache que c'est beaucoup. Donc il va falloir prendre des risques, calculés ou pas. Voilà ce qu'est Empire's End, un jeu de bluff, un jeu de pari, un jeu de stoppons encore, savoir quand s'arrêter. Passons à ce que je trouve top dans le jeu. Alors, première chose que je trouve top dans le jeu, le matos. On est chez Lucky Duck Games, c'est des professionnels pour ça, canard chanceux, et on est chanceux qu'ils le font parce qu'en fait, regarde ça, le Game Trace, c'est, tu sors le jeu, tu joues tout de suite quoi. La mise en place c'est fait en 2-3 minutes. Et je fais un parallèle en termes de rapidité. Les copains sont venus, j'ai lu la règle le vendredi après-midi avant qu'ils viennent. On était 3. Je leur ai expliqué les règles en 5 minutes, top chrono. Et en fait, après quelques tours, ils ont compris le jeu et ça a roulé. Donc, règle facile pour un jeu qui a où il y a beaucoup de stratégie. Hein. Beaucoup de stratégie. Et le matériel et la mise en place rapide. Regarde ça, c'est magistral. Et c'est pareil comme ça dans le terre à fromage, dans la boîte est terrible. Les cartons, magnifiques. Les illustrations, très jolies. Ces petits pions, gros et manipulables. Un plateau de jeu qui fait juste ce qu'il faut. Non, c'est vraiment cool. Matos, excessivement compétitif. Règles, excessivement compétitives. Excessivement compétitive. Deuxième chose que je trouve top, le système de jeu, de pari. C'est cool. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une tension. Ok, je vais parier. Si on arrive à refaire encore un tour, je m'arrête. Je vais sacrifier ma partie du village, mais ça me permettra d'avoir plein de ressources. Et en fait, tu as toujours cette tension, tu sais pas. Tu vois l'autre qui hésite. Le village, c'est quand même 25 points. Hein. Mais tu vois, il y a 10 ressources déjà là, et c'est beaucoup 10 ressources. Et tu lui dis, mais allez, hein, tu vas pas sacrifier ton village quand même. Allez, Schnolke, allez. Allez, fais-moi plaisir. Allez, c'est 25 points. Et paf, tu vois, tu t'arrives à l'influencer, mais toi, ton but, c'était de l'influencer. Tu ramasses tout, tu brûles ton village. À savoir aussi que quand, comme je t'ai dit pendant le jeu, tu peux inverser des tuiles. On part tous avec le même village. Mais pendant la partie, ça va changer. Donc quand la carte va te dire c'est le 6e emplacement qui brûle, ou la famine arrive, bah chez moi, ce sera la voie, mais chez l'autre, ce sera peut-être la caserne. Et ça aussi, c'est important de regarder. Ok, lui, ça lui coûte que 6 points. Moi, ça va me coûter 20 points. Oula, celui-là, il aura tendance à faire brûler plus facilement que moi. Donc, il va falloir que je la joue un petit peu, que je sorte, mais... enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... c'est vraiment cool. Les bagarres, c'est cool. C'est la même chose. C'est du pari. Le système de jeu de pari, moi qui joue au poker, de temps en temps, j'aime vraiment beaucoup parce que tu peux bluffer. Autre chose qui est tough. Les stratégies pour gagner. T'as la stratégie du... comment dire? T'as des cartes fléaux. T'as des pouvoirs qui te disent... qui te forcent à brûler un maximum de ton village. Parce que ça va te rapporter des points. Et moi, et Luigi, qui a joué avec nous, lui, il a vite compris que... en fait, il a pris des cartes qui permettent de faire des combos de scores finaux. Et il avait brûlé tout son village. Nous, on était contents parce qu'il brûlait, on a plein de ressources. Et en fin de compte, il nous a massacrés. Bon, j'ai essayé de faire aussi ça plus tard avec le quête, ça n'a pas fonctionné. Non, il a très bien joué. Donc, lui, il a utilisé cette technique. Moi, je l'ai utilisé, ça n'a pas fonctionné. Cette mécanique de jeu, c'est tough. Et je vois pas ça dans beaucoup de jeux. Je connais pas beaucoup de jeux, parce que je connais d'autres jeux. Le stop encore, oui, mais le pari, pas tant que ça. Je ne sais pas. Si tu connais Tischkes, dis-moi parce que j'aime bien la mécanique. Autre chose que je trouve tough, la durée de partie, ça va vite. Ça va très vite. 45 minutes, on a joué je pense entre 45 minutes et 60 minutes notre première partie à 3. Avec le quête ça a été aussi 45 minutes. C'est cool on the boat. Matériel aussi qui prend pas beaucoup de place. Mais juste ce qu'il faut. On était un là. Ouais, un, deux, tres. Ouais, pas. Le plateau au milieu, cool on the boat. Les cartes qui ont un format très spécifique. Ça c'est aussi sympathique. Bon, tu sais pas le sliver. Si t'es un sliver compulsif, tu sais pas le sliver. Mais tout est accessible, tout est visible, le matériel est tough. Il y a les pions en feu là. Vraiment cool in the boat. Ça aussi c'est bien. Passons à ce qui est pas tough dans Empire's End.
Déjà, est-ce qu'il y a des choses pas tough? Je pense que ce jeu est une réussite. En termes de mécanique, en termes de matériel, en termes de durée de jeu, en termes de complexité. Mon Dieu. Arrête de tirer la chasse, hein? Ouais, tire la chasse. Dimanche matin. Les Vrints ont vraiment beaucoup aimé. Le Quête, un petit peu moins. Je vais être honnête un petit peu avec toi, un petit peu moins. Et je sais pourquoi. Parce qu'en fait, le plaisir de ce jeu va varier en fonction des personnes qui sont autour de la table. C'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu d'ambiance. Je pense que le premier qualificatif, c'est un jeu d'ambiance. C'est-à-dire que si on fait nos paris, ouais, je suis. Ouais, je suis. J'arrête. Ah, mais là, ça brûle. Ça dépend, je pense, beaucoup des joueurs qu'il y a autour de la table. Nous, on a joué avec des copains on se connaît super bien depuis des années. Et alors, j'ai senti, ils sont tous les deux un peu timides. Si ça aurait été avec Messager, mais t'aurais été là ça aurait été la rigolade totale. Mais là, je sentais que c'était un peu plate. Alors comme j'ai expliqué, allez, tu vas jouer quand même. Allez, joue là. Et il rigolait, il disait, je te connais par cœur. Et donc, il faut en fait créer cette ambiance-là. Si t'as personne autour de la table qui crée cette ambiance, bah c'est un peu plat. Et aussi, quand est-ce qu'on va le ressortir en fait compte? Et c'était ça un petit peu les deux côtés pas tough du ressenti de moi-même et des copains. C'est que si t'as pas les bons joueurs, tu le sors pas. Et si t'as des gros joueurs qui sont très explicites, généralement, je sais pas s'il va ressortir. On part toutes les années dans les Ardennes avec les copains, je le prendrai avec. Parce que je pense qu'avec certains, comme ils sont pas tous experts, je pense que ce jeu-là va très bien fitter. Très bien fonctionner avec eux. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. En termes de ce qui est pas tough, je pense que la chose qu'il faut vraiment retenir, c'est est-ce que tu as les joueurs pour créer cette ambiance autour de la table? Alors, cravate ou pas cravate? Empire's End. Empire's End. Cravate ou pas cravate? Eh oui, c'est bingo! Une belle cravate d'argent pour Empire's End. Gloire et déclin. Le jeu de Paris où je m'amuse beaucoup. Moi j'adore ça. Hein. J'adore tu sais, cette tension qu'il y a. Une belle cravate d'argent pour le beau matériel comme d'habitude. Moi, c'est dommage de dire comme d'habitude parce qu'en fait, c'est l'effort qui est fait à chaque fois. Hein. Il faut récompenser ça. Hein. Les canards chanceux pour amener des jeux de qualité comme ça, de matériel, des sensations de jeu que j'adore. Il a frôlé la cravate d'or. Pourquoi? Parce que ça dépend de... Moi, j'aime l'interaction, j'aime quand ça parle, j'aime quand ça se chamaille, j'aime quand ça s'influence. Et si t'as pas les joueurs pour... ça marchera peut-être pas aussi bien. Mais une belle cravate d'argent parce que si tu as les joueurs, c'est picobello. Tu peux facilement initier des gens à ce jeu. Ce jeu va rester ici et je vais faire des tests avec des joueurs qui ont du bagou. Et il faudrait peut-être que je le teste en famille. Mais ça, c'est toujours très difficile à mettre en place. Mais je pourrais y jouer avec ma cake et les deux quêtes. Sans problème à ce jeu. Parce que c'est pas compliqué. Empire's End, belle cravate. Ce jeu m'a étonné. Et je remercie les canards chanceux de me l'avoir envoyé parce que c'est un plaisir de jeu. Prochain jeu, Doggerland, un jeu de Laurent Gilbert, Jérôme des Snourchoff, excuse-moi pour la prononciation, Jérôme. Des illustrations de Emmanuel Roudier et Yvan Villeneuve. On est jeunes, une super équipe, hein, ils sont 4. Un jeu des Super Meeples. Pour des 14 ans et plus, 30 minutes par joueur, 1 à 4 joueurs et un mode solo. J'y ai joué qu'en solo. Voilà, comme ça tu le sais directement. Je remercie Philippe des Super Meeples qui m'a envoyé ce jeu après m'avoir envoyé Terra Nova et après la mise en cravate de Terra Nova. Il me dit, est-ce que tu connais Doggerland? Je dis non, je ne connaissais vraiment pas. Et il me dit, tu veux que je l'envoie? Je sais pas, je connais pas. Il me dit, écoute, je te l'envoie. Je pense que ça va te plaire. Jetez un coup d'œil, test. C'est chose faite et je vous en parle ici dans cette vidéo. En solo. Alors Doggerland, c'est quoi? C'est un jeu avec beaucoup de matos. Beaucoup. Alors, un jeu avec beaucoup de matos. Un jeu expert, il faut le dire. En tout cas, j'y trouve. C'est le Super Meeples doré. Hein. Il est là. Un jeu qui se passe dans la préhistoire. Des hommes des cavernes.
un jeu où tu vas chasser du mammouth, chasser du cheval, peindre des fresques dans ta caverne. Tu vas réaliser des objectifs. Tu vas fabriquer des colliers, fabriquer des statuettes, déplacer tes meeples, récolter des ressources, gérer ta population, nourrir ta population, améliorer ta population, agrandir ton camp, les rendre plus intelligents. Il y a plein de trucs dans ce jeu. Plein. Où il y aura de la migration de bétail, de l'agrandissement de terrain, de la découverte de terrain. Tout ça, c'est des terrains. Il y a plein de choses. Mais surtout, c'est un jeu de planification. Et je suis un schnoll dans ça. Un jeu où tu vas devoir planifier tes coûts en fonction des ressources que tu as, mais des ressources que tu vas gagner aussi. On the Gen. Un jeu de gestion avec une thématique très forte et qui colle aux mécaniques. Vraiment. Passons tout de suite à ce qui est tough. Première chose qui est tough, c'est que... Philippe, je vais être honnête avec toi, ça ne m'a pas attiré. Voilà. Mais par contre, quand j'ai fait ma première partie, j'ai reçu une claque totale. Ça envoie du matos, ça envoie des règles, ça envoie de la thématique, ça envoie. Ouais, ça déborde de choses. J'ai fait 3 parties en solo, ça je tiens à remettre les choses dans le contexte. Je n'ai pas joué en multi et j'ai envie d'y jouer en multi, ce qui est une très bonne chose. Ça fait partie des trucs tough. Et je pense que ce jeu collera très bien avec mon groupe de joueurs. Je pourrais peut-être réussir à gagner. Je suis schnorr dans la programmation. Deuxième chose qui est tough, la thématique. Je trouve que au fur et à mesure, au début je me suis dit, bon, ouais. Parce que je n'étais pas très attiré. Mais en fait, la thématique du jeu colle vraiment avec les mécaniques. C'est-à-dire que tu vas aller chasser un mammouth. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gardaient ça, les hommes préhistoriques, les Homo sapiens. Ils gardaient ça dans leur caboche. Hein. Et tu le représentes en... Déjà, quand tu chasses en fonction de la grosseur de la bête du castor, tu gagnes des ressources. Tu vas pas savoir tout ramener non plus. Il y a plein de choses. Je vais passer les détails. Là, on est dans un truc top. Regarde, tu gardes ça sur ton plateau de joueur dans ta mémoire collective. Hop, tu pourras faire une autre action qui dit, moi, je vais aller peindre ces animaux, cette fresque dans ma caverne. Et il y a tout un tas de tuiles comme ça. Donc, il y a de la rejouabilité. Ça se joue en 8 manches. Il y a des phases d'été, où il fait chaud, il fait beau, ou il y a des phases d'hiver, dans laquelle il va falloir, et comme il fait froid, et quand tu pars à la chasse, il va falloir dépenser des ressources de peau. Ah oui, parce qu'il fait froid. Tu vas réutiliser les os que tu chasses. Tu vas devoir fabriquer des haches pour tailler des choses. Tu vas fabriquer tout un tas de petites sculptures qui vont rapporter des points. Pour les fabriquer, tu as besoin de matières premières. Tu vas agrandir ton village parce que tu as un plateau double layer. Tu vois? Allez, double layer. Ah ouais, non, c'est bien fait. C'est bien fait. Rien fait, c'est bien fait. Tu vas pouvoir améliorer tes huttes, parce que tu commences avec des huttes rudimentaires où tu peux caser 3 personnes dans chaque hutte. Mais tu vas pouvoir faire une hutte de luxe pour le bronze. Il y a une place, mais elle est sexy. Et tu vas pouvoir fabriquer des huttes, des mini-auberges, où tu vas pouvoir placer beaucoup de personnes de ton village, mais qui ne sont pas aussi sexy. Je vais te montrer le plateau, mais je sais pas comment faire. Cette manière aussi de représenter les choses en 3 dimensions sur le plateau. Je sais pas si tu le vois. Les actions sont faisables sur du 3 dimensions. Tu peux voir aussi que les animaux ont chacun leur endroit où tu peux les mettre ou les stocker sur les 4 coins du plateau. Il y a un endroit aussi, ici, où on a chacun un chaman dans notre tribu. Ah oui. Et la chamane, elle peut faire plein de choses, mais elle peut pas aller chercher les bêtes, parce que c'est dangereux, on n'a qu'une chamane. Elle peut faire de la cueillette, elle peut aller faire de la construction, de la peinture, mais surtout elle a un espace dédié où elle va faire des incantations pour te faire naître des jumeaux. Ah ouais, tu essaies d'agrandir ta population. Elle va faire que tu vas pouvoir déplacer ton village beaucoup plus loin. Elle va te permettre de créer des monolithes. Tu vois cette petite chose ici,
Tu vas pouvoir en construire. Et tout ça, évidemment, ça te coûte des ressources. Et il faut falloir programmer. Certaines actions, il va falloir payer tout de suite et payer après. Parce qu'il y a plusieurs phases. Hein. Tu as la première phase qui est la phase de programmation. Ensuite, tu as la phase de révélation. Parce que quand tu arrives au bord de la map que tu connais, tu rajoutes des tuiles. Oh my god. Et des tuiles, il y en a plein. Mon dieu, je suis dans le truc tough, mais je suis tout à fait décousu. Je m'excuse, hein, monsieur. Je m'excuse, hein, monsieur. Ensuite, tu vas... réaliser ta planification, donc tu vas enclencher tous les meeples que tu as placés, puis ensuite il y a la phase de migration, la phase migratoire des bêtes, et ensuite la phase de décompte, et où tu fais tout un tas de petits trucs, comme par exemple tu dois nourrir, moi je prends la fiche de jeu aussi, parce que si c'est bien fait, tu vas devoir nourrir ta populace, si tu n'as pas assez de nourriture, tu prends des malus. On va refaire venir des animaux sur le plateau, parce que si on les a chassés, ils sont plus là. Donc il y aura de la migration. Si on est en hiver, ce sont les mamoutas. Si en été, c'est les chevaux, c'est les rennes. Ça aussi, c'est thématique. Sur les tuiles, je vais te montrer. Sur les tuiles, tu as des ressources, mais qui vont s'épuiser. Donc, ah oui, à un moment donné, quand t'as chassé tous les lapins, quand t'as détruit toutes les pierres, il n'y en a plus. Donc la ressource n'est plus utilisable. Il y a plein de trucs dans ce jeu. Il y a plein de trucs cool. Attends, je me pose et je réfléchis. Step back. Donc ce qui est bien, ce qui est top, c'est l'imbrication de toutes ces choses qui fonctionnent thématiquement, mécaniquement, joliesquement, parce que c'est beau, c'est joli, c'est très très joli. Ce qui est top, le mode solo, il est excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Comment ça se passe? Tu prends ton plateau de village et tu prends un autre plateau qui sert à jouer en solo. Le twist, c'est quoi? C'est que tu as plusieurs modes de difficulté. Quand tu joues en multi, tu dois marquer le plus de points à la fin de partie. Ici, tu ne dois pas marquer des points. Tu as un mode facile, un mode moyen et un facile, normal et compliqué, et difficile. Dans lequel il va falloir accomplir des objectifs. 4 sur 6 en mode facile, 5 sur 7 en mode normal et 6 sur 8 en mode difficile. Et ce sont toutes des tuiles que tu tires aléatoirement. Donc de partie en partie, c'est différent. Mais surtout, bon, ça c'est génial et je m'attendais pas à voir ça dans le jeu en fait. Tu as tout un carte pour le mode solo, Doggerland solo, tout un tas de cartes. Mais tu n'en prends que 8 parce qu'il y a 8 tours de jeu dans une partie, tu n'en prends que 8. Et à chaque tour, nouveau tour de jeu, tu révèles une carte sur laquelle il y a plusieurs choses. Et il y a surtout du texte. Peu de naissances parmi les chevaux. Enlevez immédiatement tous les chevaux des tuiles d'apparition de chevaux. Pas les autres. Et n'en ajoutez pas à cette manche si on est en été. Ensuite, ils te disent, des fausses... l'automa va aller peindre des fresques. Ensuite, ils te disent, les chamans adverses vont aller bloquer des actions chamanes. Et après, plus tard, parce que tu joues aussi contre des autres, hein. Tu joues contre les rouges, les roses et les bleus. Les rouges vont se déplacer de 2 vers le nord, les roses vers l'ouest de 3 cases, les bleus, etc., etc. Quand ils vont rencontrer des bêtes, ils vont les chasser, ils vont les placer dans leur mémoire collective. Il y a certaines cartes qui vont leur dire « Va faire des dessins dans la caverne ». Je te prends une autre carte. Cette saison, les petits gibiers sont plus gros, ils apportent une viande de plus. Une maladie touche les fruits de cette saison, impossible d'en récolter. Mais quel est cet endroit caché? Auriez-vous un peu de chance dans vos recherches? Au début de la phase de découverte de territoire, vous pouvez prendre 3 tuiles, en choisir une, la placer sur la case à découvrir de votre choix, défausser les 2 autres, placer ensuite les autres tuiles normalement. Et il y a à chaque fois un autre truc comme ça. Et en 3 parties, c'était à chaque fois une autre histoire, ça me racontait une histoire. C'est pas beaucoup de texte, mais ça fait la différence. Ça fait la différence. J'aime beaucoup. Bravo pour cette idée excessivement compétitive du mode solo. C'est tough. Rejouabilité, je pense. En tout cas, en solo, j'ai fait 3 parties. J'ai fait 3 parties en mode facile. J'ai perdu à chaque fois. La première fois, j'ai même arrêté avant la fin. Je ne pouvais pas atteindre mes objectifs. Et j'étais à ça hein, à la dernière. Non, j'en ai. Mais c'est dur. Je suis schnoll dans la programmation. Parce que de temps en temps, tu programmes et tu te dis ah, mon dernier meeples, je vais fabriquer un truc. J'en ai. J'ai pas assez d'eau. J'ai pas assez de bois. Et t'es nul, hein, et tu prends des malus. C'est un jeu qui fait réfléchir, mais c'est un jeu qui m'a plongé dans un univers de Homme des Cavernes. Et ça, c'est tough. C'est vraiment tough.
Il y a plein de choses tough à signaler, par exemple la qualité du matériel de nouveau. Le livre des règles, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, mais regarde, il y a une bande dessinée dedans. Tu vois l'effort où on veut vraiment te mettre la thématique dans ta bacchus, in your face. T'envoies une claque. L'aide de jeu, très très bien faite. Il y a plein de choses à dire. Passons, mise en cravate flash. Chut, je dois me remémorer ça. Passons à ce qui est pas tough dans Doggerland. Ce qui est pas tough dans Doggerland. En tout cas pour moi qui ai joué en solo. J'ai eu du mal avec le livre de règles. J'ai dû le lire en plusieurs fois. J'ai dû regarder une vidéo aussi. Et c'est dommage parce que, en fin de compte, c'est très 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 fluide. C'est facile les règles. T'as fait quelques tours et t'as compris. Hein. Donc je sais pas. C'est peut-être moi. Donc je ne le mets pas sur la faute du bouquin. En tout cas la qualité est là. Les illustrations sont belles. Le chapitrage des... les phases sont dans l'ordre. Vraiment tout cool de source. Mais j'ai eu du mal. Je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être moi. Mais en tout cas, je tiens à saluer la qualité du livre de règles et la bande dessinée. Police! On les va. Allez, PD! Ils viennent me chercher. J'ai dit une chose pas bien sur Doggerland. Deuxième chose, que je trouve pas tough, je vois qu'il y a un effort en termes de terraformage, mais moi je suis très sensible à ça. On vient de parler de Empire Zen, qui est un terraformage, je crois que mieux que ça, c'est difficile de faire. Ici, bah, il y a un effort, mais ça se mélange. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, un tentuerie. Mais les Axcus, ça m'énerve. Je suis fou, j'aime pas les Axcus, les petits sachets. Il y en a trop, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de matos. Mais évidemment, c'est lié au matos. Et c'est quelque part, je sais pas. Voilà, c'est compliqué. La mise en place, c'est relativement long. Et le rangement, c'est relativement long. C'est tout ce que je peux dire de patof sur Doggerland. Un jeu qui m'attirait pas quand je l'ai vu comme ça, mais qui en fin de compte, wow. In your face, comme ils disent dans la langue de Paul Smith. Sure. Cravate ou pas cravate? Cravate oui, mais laquelle? Pour Doggerland. Alors oui, c'est bingo pour Doggerland. Et un grand bingo. Cravate d'or pour Doggerland. Ce jeu a la thématique surprenante qui colle aux mécaniques qui sont super chouettes à jouer. Un jeu où il faut se triturer les ménages. C'est pas pour les châles comme moi, mais j'y prends du plaisir. Franchement, un jeu, vraiment bravo les Super Meeples. J'ai de plus en plus de jeux des Super Meeples. Maracaibo, cravate d'or. Terra Nova, cravate d'or. Ark Nova, que je n'ai pas fait de cravate, mais cravate d'or. Franchement, et encore, Doggerland rejoint la Calax ici avec les jeux Super Meeple. Super Meeple, moi franchement, je suis à chaque fois étonné, quoi. Bravo, des jeux qui font réfléchir, mais avec toujours un thème, hein. Il y a quelque chose. Donc, bravo les copains, bravo aux auteurs. Moi, je tiens à saluer parce que... Juste, oui, comme j'ai dit, j'étais pas attiré, je sais pas pourquoi. Et en fin de compte, c'est un délice. Ce jeu est un délice à jouer. J'ai vraiment envie de le proposer aux copains. Le problème, c'est qu'on fait la campagne de Vampire la Mascarade Chapters. Mais si une fois on n'est que 3, on n'est pas le groupe complet, je vais le sortir. Je vais le sortir, il nous fera toute la soirée, hein, parce que je sais qu'on va prendre du temps à jouer. Ouais, c'est un gros jeu. C'est un gros jeu. Bravo, encore une fois, franchement. Ah oui. Et là, il va se mettre dans la Calax à côté de Maracaibo, Ark Nova et Terra Nova, il n'en sortira plus. Goed gespeeld, hein, comme on dit. Et merci de m'avoir fait découvrir Doggerland. Super Meeples. Voilà, Tischkes. Voilà, Meisjes. C'était la mise en cravate fraîche. Épisode numéro 2. Un flop total. Non de Dieu, je sais pas. Peut-être que je dois préparer mon texte. Je sais pas. Moi, c'est comme ça. Hein, je te parle avec mon cœur. Elle va durer encore 1 heure, la vidéo. Non, ciao. Je sais déjà de quel jeu je vais te parler dans la prochaine mise en cravate. Vache. Il y aura sûrement du Marrakech. Et c'est tout. Il y aura du Marrakech. Voilà. Les Tischkes, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à partager. Kusjes. Salut, Ciao. Ciao.